Michel Beigbeder-Matibé vous raconte l'histoire de ces hommes, de ces femmes, découvreurs, inventeurs, innovateurs, capitaines d'industrie qui, au cours des siècles, ont éclairé les chemins de l'humanité. Sébastien Leprestre, marquis de Vauban, commissaire des fortifications, maréchal de France. Au printemps 1673, Louis XIV revient de Hollande pour reprendre la guerre contre les Provinces-Unies constituées par la Hollande, l'Espagne et l'Allemagne. Alors que le prince de Condé fixe une partie de l'armée ennemie à Utrecht, le roi se dirige vers Maastricht, au bord de la Meuse. Cette ville est protégée par d'importantes fortifications en étant enserrée dans une quadruple ceinture de pierre, mais sa conquête conditionne l'issue victorieuse de cette guerre et le renforcement de la frontière nord de la France. Louis XIV demande à Vauban d'entreprendre le siège de Maastricht. Cela lui donne l'opportunité d'appliquer les préceptes qu'il a énoncés dans un mémoire paru quelques mois auparavant. Il fait ouvrir de larges tranchées, reliées par des parallèles, au lieu de l'unique tranchée étroite qui provoquait de véritables boucheries. En fait, les assiégés, étonnés de ce bouleversement des méthodes habituelles, ne vont pratiquement rien tenter et la ville tombe aux mains françaises en 12 jours avec un minimum de pertes humaines. C'est toutefois lors de ce siège que D'Artagnan, à la tête de ses célèbres mousquetaires, sera tué. Sébastien Leprestre, marquis de Vauban, est né le 1er mai 1633 à Saint-Léger de Foucharets, dans le Morvan, au sein d'une famille de petits hobereaux nivernais récemment agrégés à la noblesse. Son père Urbain, qualifié d'écuyer sur le registre de naissance, âgé de 30 ans, a épousé la fille d'une famille de marchands et de paysans. Une petite sœur complète le foyer 5 ans plus tard. Homme discret et peu causant, le père a la passion de la greffe des arbres fruitiers et est reconnu pour avoir mis au point de nouvelles méthodes de greffe et avoir laissé à la postérité les pommes et les poires Vauban. Avant son mariage, il a servi dans les troupes du prince de Condé. On dit qu'il en a rapporté de nombreuses blessures et la ruine de sa famille à cette époque où la guerre fait rage en Europe avec le passage incessant des troupes royales ou ennemies qui n'hésitent pas à piller les régions traversées. Sébastien partage les jeux et les travaux des champs avec les enfants du village, fils de paysans pour la plupart. Il parcourt le pays morvandiau de long en large, tendant des collets, pêchant dans les ruisseaux, attrapant des écrevisses, gaulant les noix, dénichant les oiseaux, observant la nature et le monde qui l'entoure. D'un naturel curieux, l'esprit éveillé, il interroge, il apprend. Il accompagne aussi son père dans ses travaux arboricoles. À l'âge de 10 ans, il est envoyé dans une école plus adaptée à sa condition pour parfaire son éducation. C'est le collège des Carmes de Saumur, distant d'une dizaine de lieues, dont les maîtres sont des laïcs et des prêtres. Apprentissage de la grammaire, de la syntaxe, de la géométrie et de l'algèbre, formation à la discussion académique pour développer l'art de la parole et de la dissertation. Il manifeste de l'intérêt pour la mécanique, le dessin et l'arpentage. Il fait montre d'un grand sens de l'observation et la bibliothèque favorise l'approfondissement des connaissances. C'est la découverte d'un monde vaste et multiple, bien éloigné du village confiné de son enfance. Depuis le début du XVIIe siècle, un enseignement succinct sur la fortification est donné dans certaines classes du collège aux enfants de la noblesse qui se destinent au métier des armes. C'est l'apprentissage de la poliorcétique, cette science des techniques relatives au siège des villes qu'il paraît nécessaire de connaître depuis que les fortifications s'appuient sur le principe des bastions pour se protéger des attaques d'une artillerie utilisant des boulets métalliques. C'est en 1651
année de ses 18 ans, que l'adolescent s'engage comme cadet dans le régiment du prince de Condé, qui vient d'être libéré des prisons royales après une détention de 13 mois pour complot contre la cour. Déçu de ne pas être désigné Premier ministre à la place de Mazarin, alors exilé en Allemagne, Condé s'oppose au pouvoir royal et devient l'un des acteurs de la Fronde des Princes, et il s'allie aux Espagnols. Il veut renforcer son armée et recrute en Bourgogne, où il a succédé à son père comme gouverneur de la province. Vauban se fait apprécier pour sa capacité d'adaptation. Ses chefs l'estiment plus utile dans la préparation de la bataille pour établir un siège ou assurer la défense d'une place qu'au combat. Il est flanqué d'un maître d'apprentissage. Il est ainsi affecté durant l'hiver 1652 à la place de Clermont-sur-Argonne, en Lorraine, pour effectuer des travaux dans cette forteresse qui a subi de nombreux sièges lors des années précédentes. Cette même année, il apprend la mort de son père, qui lui a transmis la responsabilité de veiller sur sa mère et sur sa sœur. En novembre, il prend une part active au siège de Sainte-Ménéhould et se distingue par une action d'éclat en traversant à la nage une rivière, l'Aisne, sous le feu de l'ennemi. L'année suivante, après avoir reçu une première blessure, il tombe dans une embuscade tendue par l'armée royale qui livre bataille aux troupes de Condé et il est fait prisonnier. Il se fait remarquer en négociant avec hauteur sa reddition et obtient de rester à cheval pour rentrer dans le camp royal. Mazarin, auprès de qui sa réputation est parvenue et qui, effrayant de tous les renseignements relatifs aux rebelles, le fait venir pour l'interroger. Dûment confessé et converti par le cardinal, comme il l'écrira plus tard, il accepte de rejoindre les royaux et il est mis sous les ordres du plus célèbre ingénieur de l'époque, le chevalier de Clerville, avant d'être nommé officier dans le régiment de Bourgogne. Il a 20 ans. Ses aptitudes à se servir du compas et de la toise, ces instruments typiques des spécialistes chargés de l'attaque ou de la défense des cités assiégées, sont vite décelés et reconnus. Il participe ainsi à plusieurs sièges au cours des années suivantes et suit l'armée royale dans sa progression sur les frontières du nord et de l'est. À Clermont, il doit même remplacer le chevalier de Clerville, alors malade, et en profite pour mettre en place une nouvelle stratégie afin d'accélérer les travaux d'approche. L'ennemi prend peur et se rend avant même la fin des travaux entrepris. Le 3 mai 1655, en témoignage de son efficacité, comme du courage manifesté qui lui a valu quelques blessures, il reçoit le titre de ingénieur du roi. C'est une belle reconnaissance de ses capacités. Traditionnellement, l'appartenance au corps des ingénieurs offre peu de perspectives de carrière. Mais le jeune homme, qui n'a pas la langue dans sa poche, ne mâche pas ses mots et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il apprend vite à distinguer l'essentiel de l'accessoire et tire profit des leçons reçues. La campagne de 1656 s'ouvre par le siège de Valenciennes, alors occupé par les Espagnols sous le commandement de Condé. Cette bataille tourne à la déroute de l'armée royale de Turenne qui va perdre 4000 hommes. Vauban, à nouveau blessé, fustige la façon dont les opérations ont été menées. Au cours des années suivantes, il participe à plusieurs sièges pour le comte de Turenne qui le charge de la direction des travaux. Fait prisonnier par les Espagnols alors qu'il était parti en reconnaissance, il est cependant libéré sur parole. La prise rapide de la ville d'Ypres, qu'il a lui-même dirigée, lui vaut un entretien avec Mazarin, qui lui attribue une gratification et lui fait miroiter une promotion au sein de l'armée. Il lui faudra cependant patienter. En novembre 1659 est signée la paix des Pyrénées. Vauban, qui a déjà participé à 14 sièges,
et qui ne s'est guère reposé à cause de ses incessants déplacements, souvent dans de rustiques conditions d'hébergement, va bénéficier d'un congé de plus d'1 an. Il peut ainsi revenir dans sa province morvandaise qu'il avait quittée près de 9 ans auparavant. Il est accueilli dans les châteaux du voisinage et le 25 mars 1660, il épouse Jeanne d'Osnay, qu'il avait connue petite fille, car apparentée à sa famille comme demi-sœur de ses cousins germains. Mais quelques mois après la noce, il est contraint de la quitter, car rappelé par le service du roi pour procéder à la démolition de la plate-forte de Nancy. Il repart seul, sa femme étant enceinte d'une petite Charlotte qui naît en son absence au mois de juin. Du fait de ses multiples voyages entrepris sur tout le territoire, il ne fera que de courts séjours au domicile familial. Une autre fille, Jeanne-Françoise, va naître, qu'il retrouvera plus tard à Paris, où elle résidera après son mariage en 1691. Elle pourra héberger son père lors de ses passages à la cour. En 1665, la décision est prise par Colbert de fortifier la ville de Brisac en Alsace. En fait, des travaux ont déjà été entrepris, mais ils ont été mal exécutés et Vauban estime qu'il faut tout reprendre. Toutefois, il se heurte à l'hostilité de l'intendant d'Alsace qui n'est autre que Charles Colbert, le cousin du ministre. Celui-ci comprend que l'arrivée de l'ingénieur du roi, dont la rigueur est bien connue, risque de contrarier le système en place où la gabégie prévaut, entretenue par une double comptabilité qui permet le détournement de sommes importantes. Mais Vauban est souvent absent car il est chargé de différentes missions en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que de travaux lors des sièges de Tournai, Douai et Lille. La Cour des comptes, qui a été saisie, dénonce ces irrégularités, mais rend Vauban, en tant que directeur des travaux, responsable sur ses biens des rectifications à opérer. C'est l'intervention de Louvois auprès de Colbert qui va permettre à celui-ci de désavouer son cousin et à Vauban de parachever sa mission. Cette affaire illustre les liens noués avec Louvois qui a pu apprécier la rigueur de Vauban lors du siège de Lille mené par l'armée de Turenne. Et le ministre obtient du roi le titre de lieutenant des gardes pour son protégé. De 1667 à 1703, Vauban va prendre part à plus de 30 sièges et fortifier plus de 150 places de guerre. Cela nécessite d'incessants voyages en toute saison, avec la fatigue et les privations correspondantes. À la mort du chevalier de Clerville en 1667, Vauban lui succède comme commissaire général des fortifications, ce qui lui vaut une sensible augmentation de son traitement. Dès sa nomination, il est chargé par Colbert d'aménager le port de Toulon pour le transformer en bastion de la marine royale, enjeu d'un grand avenir de défense et de conquête, avec l'aménagement d'un port de commerce, d'un arsenal, d'une corderie, d'un hôpital et de plusieurs casernes. Il y aura aussi le port de Dunkerque, que le roi considère comme un site névralgique. Vauban intervient également dans les travaux entrepris pour la création du canal de Languedoc, et il ne manque pas de rendre hommage à son créateur, Pierre-Paul Riquet, décédé 1 an avant la fin des travaux. En août 1688, Vauban est nommé lieutenant général par le roi. La guerre a repris dans le Palatinat car une coalition s'est formée contre Louis XIV, à l'initiative notamment des princes protestants scandalisés par la révocation de l'édit de Nantes. Après avoir dû venir à Versailles pour préparer avec le roi les opérations militaires, il repart immédiatement à Besançon puis en Alsace, où il rejoint l'armée commandée par le dauphin, dont Louis XIV veut ainsi tester la capacité à commander son armée. Mais la menace de l'Angleterre, qui a rejoint la coalition, contraint d'organiser la défense du littoral atlantique et des côtes de la Manche. Durant l'année 1689, Vauban doit alors venir en Bretagne, en Flandre et en Picardie pour aménager
les ports susceptibles d'être attaqués. Ces déplacements incessants l'épuisent et alors que la guerre fait rage, il s'effondre brutalement et doit être transporté et soigné à Paris avant de gagner sa demeure de Bazoches où il va demeurer durant quelques mois. Il reprend du service, mais au cours des années suivantes, il aura à nouveau des fatigues et des fièvres, des rhumes, dira-t-il, qui vont accélérer le vieillissement et marquer le déclin de son influence auprès du roi. Cela d'autant que Louvois meurt brutalement le 16 juin 1691. Sans doute a-t-il été empoisonné. Jusqu'à la fin des années 1680, Vauban a parcouru le pays en tous sens pour accompagner les troupes, acquérir ou défendre les places assiégées et construire des fortifications le long des frontières du royaume. Le commissaire général des fortifications décide et dirige les travaux, mais il est souvent appelé sur un autre site où il doit se rendre d'urgence, ce qui le contraint à de longs et fatigants déplacements aux quatre coins du pays. Plus de 4000 km chaque année, durant des décennies, sur tous les chemins et quelles que soient les conditions climatiques. Tant le combattant que l'ingénieur sont au service du roi, avec la volonté d'écourter les sièges et les batailles afin d'épargner la vie des hommes. Le combattant s'engage, ainsi qu'en témoignent les blessures reçues, et l'ingénieur invente de nouvelles tactiques par le creusement de tranchées parallèles pour créer un effet de surprise, par l'utilisation du boulet à ricochet aux impacts successifs. L'aménagement des places fortes le long des frontières vise à la sanctuarisation de la France. C'est la stratégie dite du précaré ou de la ceinture de fer de ce maître de la polieur cétique. Chez cet homme de modeste origine, l'ambition et la conscience de ses talents, la capacité à exprimer sa pensée, tant par la parole que par les écrits, le feront craindre et redouter. Or, la correspondance entretenue avec l'entourage du roi, il va rédiger des mémoires pour transmettre l'expérience acquise, mais aussi pour communiquer ses réflexions sur la situation politique, sur les sujets relatifs à la vie de l'époque et même sur l'immortalité de l'âme. Dans les dernières années de sa vie, il consacre ses loisirs forcés à la rédaction de 12 tomes qu'il intitule « Les oisivetés », dans lesquels il rassemble des écrits antérieurs et disserte sur différents sujets, comme par exemple la révocation de l'édit de Nantes décidé par le roi. Ce sont les réflexions de celui qui a traversé la France en tous sens et observé les dommages des guerres incessantes, la pauvreté dans les campagnes, mais aussi les atouts d'une nature riche et prometteuse. L'humaniste, abstrait de l'esprit courtisan, dénonce les inégalités et le pouvoir exercé par une petite minorité. Il n'est pas un intellectuel, mais Saint-Simon dira de lui « Le petit homme de Bourgogne est peut-être le plus honnête et le plus vertueux de ce siècle, respectueux sans nulle politesse et avare de la vie des hommes. » Bourreau de travail, le marquis de Vauban a peu résidé dans son Morvan natal et n'a pas vu beaucoup grandir ses enfants. Après l'acquisition et le retour dans la famille du château de Bazoches, ses rares séjours seront consacrés à l'écriture et à la réalisation de l'extension de son domaine. Son épouse ne le rejoindra pas lors de ses séjours parisiens où il fréquente l'opéra qu'il apprécie particulièrement. Le grand voyageur, qui a eu quelques aventures galantes au cours de ses périples et dont le testament prévoit d'attribuer des sommes aux enfants nés de ses liaisons, restera proche de ses filles et de son neveu Antoine, substitut du fils qu'il n'a pas eu, après la mort du bébé dont sa femme venait d'accoucher. Il acquiert un domaine particulier à Paris où il va décéder en mars 1707. Il n'aura pas regagné Bazoches lors du décès de son épouse en 1705. Nommé maréchal de France en 1703, Sébastien le Prestre, marquis de Vauban, va cependant terminer ses jours dans la discrétion, sinon l'indifférence.
Aux critiques sans fioritures excessives, énoncées dans ses écrits qu'il publie régulièrement et que les envieux et les flagorneurs ne sont pas mécontents de rapporter au roi, s'est ajoutée la publication d'un ouvrage sur la dîme royale qui propose l'institution d'un impôt unique en substitution aux multiples taxes ajoutées au fil du temps, qu'accompagne une liste d'exonérations obtenues par la faveur royale. Ces propositions suscitent beaucoup d'intérêt, mais le roi admet mal qu'il n'ait pas été préalablement destinataire de cet opuscule dont il reconnaît toutefois l'utilité. Les relations entre les deux hommes vont alors se distendre et les hommages officiels ne seront pas rendus au maréchal lors de son décès le 30 mars 1707. Mais ce militaire dans l'âme, qui aura beaucoup contribué à la gloire de Louis XIV et qui fut un grand stratège, demeure dans la mémoire des Français grâce aux vestiges des multiples fortifications subsistant le long de nos frontières. Son cœur, enfermé dans une châsse de plomb, a été transféré en mai 1808 dans la chapelle du Panthéon, où l'on retrouve les sépultures des maréchaux de France. C'est Napoléon Ier qui l'a accompagné en grande pompe pour cet ultime voyage. Radio CHU, c'est ta radio.